plusieurs interrogations. Ces interrogations des uns et des autres portent sur le devenir des valeurs libérales, sur le devenir des libertés individuelles, tandis que d'autres croient que le moment est venu de rétablir un ordre moral ultra-conservateur par la tyrannie s'il le faut. Donc toutes ces interrogations, et même d'ailleurs au-delà de cet antagonisme, il y a d'autres interrogations sur le sujet de la solidarité internationale. Est-ce qu'on peut compter sur une nouvelle solidarité internationale pour soulager les différentes détresses? Ou est-ce que les anciens usages vont être repris, comme l'a dit son Excellence professeur Mohamed Aziz Lachour? C'est la trame de cette deuxième séance qui est consacrée à l'étude du devenir des relations internationales, encore une fois, qui semble osciller entre un sursaut solidaire ou un retour aux anciens usages. Nous avons normalement 3 intervenants. Nous allons commencer par son Excellence le sénateur Giuseppe Lumia, qui est l'ancien président de la commission parlementaire antimafia en Italie, et qui va nous parler des défis de la globalisation pendant la pandémie, tels que le défi environnemental, le défi social, le défi des droits de l'homme. Ensuite, je passerai la parole à Dr Ayman Bourani, qui est à ma droite et qui est spécialiste en sciences politiques. Il traitera des nationalismes face à l'hégémonie globaliste et plus précisément, il traitera de la relation entre l'utopie globaliste, j'ai bien compris, et ses adversaires nationalistes. Sans tarder, je cède la parole à son Excellence le sénateur, donc Giuseppe Lumia. Merci Presidente. Un grazie e complimenti di cuore sia al Forum dell'Académie Politique, sia alla Fondazione Mediterraneo che alla Fondazione Adenauer. Sono molto contento perché si sta qui delineando un percorso interessante con cui proverò a dare anche il mio contributo. Quello che penso è che lungo la storia dell'umanità abbiamo già conosciuto particolari momenti tragici di passaggio, tanto da consentirci di individuare un prima e un dopo. Anche la pandemia del Covid-19 ci porta dentro una tale circostanza di assoluto rilievo. Provo a tradurre in francese chiedendo scusa alla lingua di Molière. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons déjà connu certains moments de passage dramatiques, si nets afin que nous puissions identifier un avant et un après ces phases. Même avec la pandémie, aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance aussi importante. Naturalmente c'è pure un drammatico durante. Infatti siamo ancora immersi per molti versi nella gestione della crisi dovuta alla diffusione del Covid, sia per dare concretezza all'impegno proclamato da diversi autorevoli parti di assicurare anche ai paesi più poveri la vaccinazione, sia per evitare che si possano diffondere, come ha dovuto riconoscere l'ultimo report del Fondo Monetario Internazionale, lo sviluppo di ulteriori livelli di povertà e di disuguaglianze sociali e territoriali. Naturellement, il y a aussi une dramatique pendant. En effet, nous sommes encore plongés dans la gestion de la crise en raison de la propagation du Covid. Nous devons en effet concrétiser l'engagement d'assurer la vaccination, même aux pays les plus pauvres, pour éviter la propagation de nouveaux niveaux de pauvreté et d'inégalité sociale et territoriale, comme l'a dit le Fonds monétaire international dans son dernier rapport. In sostanza, tutti i limiti del prima del Covid si sono riversati sul durante la gestione del Covid, causando problemi drammatici sul diritto alla salute e aggravando tutte le difficoltà economico-sociali già presenti nell'attuale momento storico. Donc, toutes les limitations du passé ont été reversées sur l'après. Cela a causé des problèmes dramatiques pour les droits à la santé et aggravé les difficoltés économiques et sociales déjà présentes en ce moment historique. Per evitare pertanto di compromettere il dopo Covid, va ripensata e riprogettata la vita in comune, vissuta nel nostro paese, nel nostro pianeta, tuttora così bistrattato. Dobbiamo agire facendo attenzione ad alcuni aspetti tipicamente di governo,
del contesto geopolitico che vanno sempre più messi a fuoco. Pour éviter de compromettre l'après-pandémie, il faut repenser la vie en commun que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui. Nous devons agir en tenant compte des aspects de gouvernance du contexte géopolitique. Intanto il punto da cui partire per comprendere la portata della crisi che la pandemia ha contribuito a mettere a nudo e su cui concentrare l'analisi e la progettualità in grado di proiettarci con il passo giusto sul dopo Covid è la constatazione dell'assenza di una governance della globalizzazione. Pour comprendre l'ampleur de la crise causée par la pandémie, nous devons constater la manque de gouvernance de la mondialisation. La globalizzazione è ormai il dato assodato e costante nelle relazioni tra gli esseri umani, caratterizza e omologa le economie, i costumi, le informazioni in rete, le dinamiche ambientali e innanzitutto il cambiamento climatico, i dati comportamentali degli esseri umani in vari contesti sempre più ampi. La ritroviamo persino nei gusti musicali e nelle pratiche sportive. La globalizzazione è in sostanza presente nella vita reale di tutti i giorni, just in time. La mondialisation caractérise désormais les relations entre les êtres humains, homologue les économies, les coutumes, les informations sur Internet, les changements climatiques, les comportements de tous les contextes, même dans les goûts musicaux et les pratiques sportives. La globalizzazione in sostanza presente, ripeto, nella vita reale di tutti i giorni, just in time. A questa inedita e dirompente condizione non corrispondono adeguati livelli di governance. Basti pensare che il virus si è espanso a macchia d'olio in pochissimo tempo, mentre gli Stati e i pochi organismi internazionali preposti si sono messi in ritardo senza un serio coordinamento, spesso in conflitto tra di loro e comunque senza una strategia efficace e comune. La mondialisation est présente dans la vie réelle de tous les jours just in time. Face à ces conditions nouvelles et dramatiques, ne correspondent pas des niveaux appropriés de gouvernance. En effet, le virus s'est répandu rapidement, tandis que les États et les organisations internationales ont réagi tardivement, souvent en conflit entre eux et sans stratégie commune. La globalizzazione ha perso da anni quel carattere ingenuo che le veniva attribuito quando veniva vista come una realtà virtuosa e positiva del cammino dell'umanità. Quella che chiamiamo comunemente finanziarizzazione dell'economia, con la sua pretesa egemonica sul lavoro, sull'ambiente, sulle istituzioni democratiche, sugli stessi strumenti di cooperazione internazionale, ha svelato i suoi tratti cinici, carichi di disuguaglianza, di sfruttamento dell'ambiente e di conflitti drammatici. La mondialisation n'a plus ce caractère innocent qui était attribué lorsqu'elle était considérée comme une réalité virtueuse et positive de l'humanité. La financiarisation de l'économie a conditionné le travail, l'environnement, les institutions démocratiques, les instruments de coopération internationale, a fait preuve de cynisme à cause des inégalités, l'exploitation de l'environnement et des conflits drammatiques. Nonostante quindi la finanziarizzazione dell'economia si sia rivelata ingiusta e inadeguata, non si è ancora riusciti a riconoscere nel sistema delle relazioni internazionali la necessità impellente di procedere a una moderna, condivisa, efficace governance della globalizzazione. La financiarisation de l'économie s'est avérée injuste et inadéquate, mais nous n'avons pas encore compris la nécessité d'une gouvernance partagée de la mondialisation dans le système des relations internationales. Prima della pandemia, la dinamica culturale e politica scorreva lungo il conflitto tra i favorevoli e i contrari alla globalizzazione, tra i sostenitori accaniti delle sue virtù, soprattutto per la gestione in chiave neoliberista dell'economia, da ritenere pertanto svincolata da livelli di governo pubblico, e dall'altro lato i suoi critici intransigenti, che ritenevano questo fenomeno come il male assoluto e auspicavano il ritorno al ruolo degli Stati-nazione in una logica protezionista, sovranista e populista.
Avant la pandémie, les dynamiques culturelles et politiques étaient parmi les partisans et les opposants à la mondialisation. Parmi ceux qui estimaient que la mondialisation était virtueuse, surtout pour la gestion néolibérale de l'économie, indépendante des niveaux d'écoulement public. Et ceux qui estimaient que la mondialisation est le mal absolu et qui souhaitent un retour au rôle des États-nations dans une logique protezioniste, souverainiste e populiste. La pandemia ha svelato i limiti e le contraddizioni di entrambi gli approcci, che hanno dimostrato di non avere la capacità di leggere la portata delle sfide storiche e di regolarne le dinamiche. La pandémie a révélé les limites et les contradictions des deux approches qui ont montré qu'ils ne comprennent pas l'ampleur des défis historiques et qu'ils ne savaient pas les gérer. Abbiamo bisogno semmai di un significativo cambio di passo affinché da un lato non si guardi più al passato e dall'altra si faccia in modo che la presa d'atto della inevitabilità della globalizzazione non si traduca in un adeguamento passivo ai suoi meccanismi spontanei, ma sia piuttosto affrontata promuovendo programmi per avviare percorsi inediti di governance. Nous devons modifier notre façon de faire pour ne plus regarder le passé et prendre acte que la mondialisation est inévitable. Mais nous ne devons pas nous adapter passivement. Nous devons plutôt promouvoir des programmes de gouvernance inédits. Nel dopo pandemia ci sono alcune sfide che costituiscono i presupposti progettuali della governance della globalizzazione. Après la pandémie, il y a quelques défis qui constituent les fondations conceptuelles de la gouvernance de la mondialisation. Innanzitutto la sfida ambientale. Il cambiamento climatico incalza sempre più, il tempo stringe, aumentano i rischi per la Terra e con essa rischia di essere compromessa la sopravvivenza della specie umana, come di altre specie biologiche vitali per l'equilibrio dinamico dell'ecosistema. Ormai gli stessi negazionisti della drammaticità del cambiamento climatico in atto sono in seria difficoltà. Bisogna adesso fare in modo che gli accordi internazionali che si stanno definendo siano seri, efficaci, verificati e implementati immediatamente in tempi più rapidi rispetto a quelli già programmati. Ma dobbiamo chiederci: senza un nuovo e stringente livello di governance della globalizzazione, riusciremo a fare quel salto di qualità che ormai gli scienziati e soprattutto i giovani in tutto il mondo ci chiedono? Avant tout, les défis environnementaux, les changements climatiques s'accélèrent, les temps pressent, les risques pour la santé humaine augmentent, ainsi que pour d'autres espèces biologiques et pour l'équilibre dynamique de l'écosystème. On ne peut plus nier les effets dramatiques des changements climatiques. Il faut maintenant faire en sorte que les accords internationaux qui sont en train de se définir soient sérieux et efficaces. Il faut les mettre en œuvre plus rapidement que prévu. Mais nous devons nous demander comment nous pouvons faire en sorte de qualité ce que les scientifiques et les jeunes nous demandent sans un nouvel niveau de gouvernance de la mondialisation. L'altra sfida è quella delle disuguaglianze. Anche queste incalzano, con la riemergente disuguaglianza di reddito tra le fasce sociali e con indici di povertà e di marginalizzazione della classe medio-bassa sempre più preoccupanti. Non bisogna sottovalutare quelle disuguaglianze di genere tra uomo e donna, anch'esse sempre più insopportabili a causa di violenze e discriminazioni. Altrettanto va detto di quelle generazionali tra bambini, giovani e adulti, e di quelle territoriali, in particolare tra le aree interne e le città, tra i paesi ricchi e quelli poveri. Per contrastare le disuguaglianze c'è bisogno di una nuova fase di sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale, oltre che ambientale, che sia in grado di promuovere azioni per colmare il divario in modo costante, graduale ed efficace. Ma come per la sfida ambientale, quella in campo sociale richiede tempi e investimenti certe, regole, verifiche puntuali e condivise. Intorno a questa sfida dobbiamo porci la medesima domanda che abbiamo avanzato sulla sfida ambientale. Le défi des inégalités. Les inégalités augmentent également. L'inégalité entre les revenus, les indices de pauvreté et de marginalisation des classes moyennes et basses sont de plus en plus préoccupants.
Nous ne devons pas sous-estimer l'inégalité entre les hommes et les femmes qui provoquent des violences et des discriminations. Il y a ensuite des inégalités générationnelles entre jeunes et adultes, et territoriales, entre les zones internes et les villes, entre les pays riches et les pays pauvres. Pour lutter contre les inégalités, une nouvelle phase de développement durable du point de vue social et environnemental est nécessaire. Dans ces cas, également, il faut des temps et des investissements certains, des règles et des vérifications partagées. La terza sfida che non dobbiamo assolutamente trascurare è quella della promozione dei diritti umani. Ancora troppe guerre e conflitti insoluti affliggono il pianeta, ancora troppe mafie condizionano la vita di milioni di esseri umani e degli stessi stati. Ancora troppe forme di terrorismo insanguinano la vita dei popoli e deviano i percorsi di emancipazione e di libertà. Anche sui diritti umani abbiamo bisogno di una buona governance della globalizzazione, prevedendo livelli seri di verifica dei tempi e delle modalità della loro affermazione, laddove sono tuttora costantemente negati. La drammatica vicenda ultima dell'Afghanistan sta a dimostrare che sui diritti umani bisogna compiere un vero e proprio salto di qualità sul versante della governance della globalizzazione, come abbiamo evidenziato sulla sfida ambientale e su quella sociale. La troisième défi n'est pas négligé est celui de la promotion des droits de l'homme. Encore trop de guerres et de conflits non résolus affligent la planète. Encore trop de mafias conditionnent la vie des millions d'êtres humains et d'États. Encore trop de formes de terrorisme ensanglantent la vie des peuples et détournant le chemin d'émancipation et de liberté. Encore qui concerne les droits de l'homme, nous avons également besoin d'une bonne gouvernance de la mondialisation, en créant des vérifications sérieuses sur le temps et les modalités de leur affirmation, là où ils sont encore niais, comme dans le cas de l'Afghanistan. Altre sfide naturalmente incombono, da quella logicamente della salute a quella delle biotecnologie, dell'innovazione tecnologica alla gestione dei flussi migratori, solo per citarne alcune tra le più evidenti. D'autres défis se posent sur la santé, les biotechnologies, l'innovation technologique, la gestion des flux migratoires. Dobbiamo allora interrogarci su quale contesto politico operare per rendere la governance un processo adeguato e condiviso anche a livello istituzionale. Nous devons nous interroger sur le contexte politique approprié pour faire de la gouvernance un processus approprié et partagé aussi au niveau institutionnel. In tal senso tutte le migliori energie devono essere investite innanzitutto sulla riforma dell'ONU, nell'ottica di promuovere e incentivare l'avvio del percorso verso gli Stati Uniti del mondo. En ce sens, toutes les meilleures énergies doivent être investies sur la réorganisation de l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le chemin vers les États-Unis du monde. Questo obiettivo non deve spaventare. Non si tratta di organizzare un livello di governo omologante e onnicomprensivo delle diversità, delle storie e delle caratteristiche sociali e culturali degli esseri umani. Piuttosto bisogna garantire un livello istituzionale che abbia un più adeguato ruolo decisionale operativo, almeno su alcune fondamentali materie della governance della globalizzazione. Ad esempio i diritti umani, la risoluzione dei conflitti di guerra aperti, la transizione ecologica, le lotte alle mafie e ai terrorismi, il superamento delle disuguaglianze, la regolazione delle transazioni finanziarie e dei commerci mondiali, l'accesso alle innovazioni tecnologiche. Cet objectif ne doit pas faire peur. Ce niveau de gouvernement ne doit pas homologuer toutes les différences sociaux et culturelles des êtres humains. Plutôt, il faut prévoir un niveau institutionnel ayant un rôle décisionnel et opérationnel sur certains thèmes. Par exemple, les droits de l'homme, les résolutions des conflits de guerre ouvertes, la transition écologique, la lutte contre la mafia et le terrorisme, le dépassement des inégalités, la régulation des transactions financières et des échanges mondiaux, l'accès aux innovations tecnologiques. Su questi temi l'organizzazione dell'ONU deve avere una potestà che prevalga sulle sovranità statali,
sapendo che questo comporta il trasferimento ad essa di quote reali di sovranità e di risorse, strumenti adeguati per incidere just in time sui processi di globalizzazione. Sur ces questions, l'Organisation des Nations Unies doit prévaloir sur les souverainetés des États par le transfert des quotes de souveraineté, des ressources et d'instruments appropriés pour influencer le processus de mondialisation just in time. Vi è inoltre un percorso parallelo che può facilitare l'affermazione del nuovo ruolo dell'ONU nell'ottica del cammino verso gli Stati Uniti del mondo. Mi riferisco ai livelli continentali che devono conoscere anch'essi un momento di aggregazione istituzionale. Penso agli Stati Uniti d'Europa, ma così anche agli Stati Uniti africani, agli Stati Uniti latinoamericani, agli Stati Uniti del sud-est asiatico e del Medio Oriente. Il y a également un chemin parallèle qui peut faciliter l'affirmation du nouveau rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la perspective de la marche vers les États-Unis du monde. Je me réfère par exemple aux États-Unis d'Europe, aux États-Unis africains, aux États-Unis de l'Amérique latine, aux États-Unis du sud-est asiatique et du Moyen-Orient. Insomma, la governance della globalizzazione deve essere accompagnata da una diversa ristrutturazione dei livelli istituzionali sin qui conosciuti e organizzati sugli ormai superati stati nazionali e sulle forme di cooperazione e di coordinamento sin qui operanti. Par conclure, la gouvernance de la mondialisation doit être accompagnée d'une réforme des niveaux institutionnels connus jusqu'à présent et dépassés. Gli stessi vari summit come il G7 o il G20 di questi giorni non sono in grado di dar vita a una nuova fase di regolazione dei conflitti o di adeguamento delle regole ambientali e commerciali. Les summits comme G7 ou G20 ne sont pas capables d'entamer une nouvelle phase de régulation des conflits, ni d'adapter les règles environnementali e commerciali. Il meccanismo egemonico di fatto vigente sui vari teatri di guerra da parte dei paesi decisori come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia non solo è poco trasparente e democratico, ma non riesce a risolvere nessuno dei conflitti in corso. Les mécanismes hégémoniques existant dans les théâtres de guerre des pays décideurs comme les États-Unis, la Chine, la Russie est peu transparent et démocratique et ne peut pas résoudre les conflits en cours. Così pure la debolezza degli organismi internazionali nel determinare soluzioni condivise sulle emergenze, come quella attuale della stessa pur importante Organizzazione Mondiale della Sanità, richiedono profili nuovi ed efficaci di governance della globalizzazione, in chiave più condivisa, più giusta, più fraterna e solidale. Même la faiblesse des organismes internationaux pour trouver des solutions partagées, comme l'Organisation mondiale de la santé, nécessite des profils nouveaux et plus efficaces de la gouvernance de la mondialisation, de manière plus partagée, plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Merci. Merci. Et de faire face à tous les défis que vous avez soulignés. Merci beaucoup. Je passe maintenant et je cède la parole à Dr Ayman Bourani, qui va nous faire une présentation en anglais. J'ai l'intention de parler en anglais, sauf si la salle veut que je parle en français. Ah, vous êtes tous francophones. D'accord, donc je parlerai. Non, mais sans aucun problème. Parce que je pensais que l'anglais était plus praticable en Italie, mais ce n'est pas le. Les Italiens sont comme les Français, défendants. C'est parfait, merci beaucoup. Je commence bien sûr par remercier tous les organisateurs, bien sûr le forum de l'Académie politique. Vous m'entendez là? Ça va? Oui. Parce que j'aime être entendu. Donc je remercie le forum de l'Académie politique, je remercie la Fondation Konrad Adenauer et bien sûr nos hôtes, la Fondation pour la Méditerranée à Naples. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord que ces jours-ci ne sont pas des jours glorieux.
et qu'il y a beaucoup de défis. On passe par une phase très difficile, une phase qu'on peut qualifier de terrible. Mais les moments difficiles sont des moments de réflexion et des moments qui appellent à la réflexion. Et si on ne réfléchit pas bien au moment des crises, on risque de faire la chose la pire, c'est de rater la crise. Car on peut rater une opportunité, mais on n'a pas le droit de rater une crise. Lorsqu'on rate une crise, c'est une tragédie qui peut en résulter. Je vous donne un exemple, une comparaison entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde savait que le moment était très difficile, mais il y a eu beaucoup de réflexions et le résultat était, après la guerre, la création de l'ONU, des mécanismes de gestion de crise. Il y a eu aussi l'État-providence en Angleterre et dans d'autres pays comme la France, etc. Donc, et ça s'est propagé après. Donc, il y a eu une réflexion qui a permis de passer d'une tragédie, d'une crise, à une étape meilleure. Pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était absolument pas le cas. La seule réflexion qui consistait à dire qui était responsable et comment punir les responsables. D'où les réparations, d'où la haine et d'où la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on ne réfléchit pas profondément pendant la crise, on risque de s'orienter vers la mauvaise direction. Et en fait, peut-être que la prochaine génération regardera notre époque, notre période Covid, et je pense qu'elle dira deux choses. Ou bien elle dira, c'était une période très difficile, mais nos parents et nos grands-parents ont su tirer les bonnes conclusions, et ça a permis de dépasser les problèmes profonds. Ou bien il dirait, si simplement on avait des parents un peu plus sages. Ok, donc, parmi les questions qu'il faut poser, c'est la question de la globalisation. Et plus précisément, la question du globalisme. Qu'est-ce que le globalisme? Le globalisme, c'est un récit. C'est un récit, et comme tous les récits, il contient des éléments de vérité, mais aussi des éléments de fiction. Qu'est-ce qu'il propose? Il dit que désormais, l'humanité vit dans un seul monde, et à partir de là, il faut que les humains soient gouvernés progressivement selon les mêmes normes, par des institutions similaires, et peut-être un jour par un gouvernement mondial unique. Voilà les éléments principaux de cette thèse, de cette promesse. Le problème de cette promesse, c'est qu'elle tend à être utopique. Mais avant de parler de ça, j'anticipe certaines questions. Peut-être parmi vous, des gens sont tentés de me dire, lorsqu'on dit on vit dans un seul monde, mais on a toujours vécu dans un seul monde. Ma réponse, c'est franchement non. Et vous avez la trace de ça dans des termes du genre le nouveau monde versus l'ancien monde. Avant 1492, tout le lien entre les habitants du Nouveau Monde et les habitants de l'Ancien Monde consistait à vivre sur la même planète. Et ce lien est tellement faible qu'il est négligeable, et en plus, ils n'étaient même pas conscients.
Et ça veut dire qu'on vivait dans des mondes différents. Bien sûr, cette situation elle est extrême et des civilisations ont échangé, surtout autour de la Méditerranée d'ailleurs, mais il me semble que même les interactions historiques qui ont eu lieu étaient essentiellement et fondamentalement limitées. L'homme ordinaire, ces interactions étaient limitées à son espace local, à son espace national, au meilleur des cas. Les interactions internationales étaient le monopole des États, étaient le monopole des élites, des savants peut-être, certains commerçants, certains soldats aussi, mais l'homme ordinaire n'était pas concerné par ce genre d'interaction. Aujourd'hui, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous lisons, ce que nous regardons à la télé ou sur Internet, nous lie directement, pratiquement à tout le monde. Même l'air que nous respirons nous lie à l'humanité entière, car en plus de notre interaction directe ou indirecte sur des bases liées à notre vie quotidienne, les défis existentiels auxquels nous devons faire face, ces défis-là doivent nous réunir. On doit faire face au changement climatique, on doit faire face aux problèmes liés à la technologie, aux crises financières, aux crises sanitaires, telles que le Covid. Tout ça, ce sont des défis de type spécial, de type intercontinental, et aucun pays, aussi fort et aussi puissant soit-il, ne peut faire face à ces défis tout seul. Donc on est liés forcément, et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on vit dans un seul monde, et c'est dans ce sens-là que la théorie globaliste, ou l'idéologie globaliste, dit qu'il faut qu'on s'oriente vers un monde mondialisé et donc gouverné par probablement un seul État un jour. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est vraiment, cette théorie contient des éléments utopiques. C'est vrai que la mondialisation est une histoire d'accélération et de réduction de temps et d'espace, et surtout d'échanges au-delà des frontières. Mais il faut être réaliste. En termes économiques, par exemple, les activités les plus importantes restent liées au niveau national. Et le travail, la majorité de la quantité du travail, elle est encore exécutée et faite sous des lois nationales. Lorsqu'il y a une crise, les réponses et les solutions sont essentiellement nationales. C'est vrai que les gouvernements parfois coopèrent, mais en général ils le font lorsque leurs intérêts vont dans la même direction. Dès qu'il y a une divergence d'intérêts, on a une compétition, et on a parlé même cette année de ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal. Vous savez de quoi je parle. On ne peut pas nier qu'on est encore dans un monde organisé autour de l'État-nation, dans un monde où les peuples sont encore très jaloux de leur souveraineté, de leurs États-nations. On peut également dire que l'utopie qui consiste à dire qu'on devrait aller vers un monde ou un État-monde, ça pose une sérieuse question sur la base démocratique de cet État éventuel. Parce que, en fait, l'État-nation, parmi ses vertus, elle a permis la création
de la démocratie. Est-ce que cet État-monde peut prétendre à cette vertu? C'est difficilement imaginable. Ça a l'air d'être une sorte d'autoritarisme technocratique, et on sait que par exemple l'Union européenne, même si on ne peut pas la qualifier d'autoritarisme technocratique, mais elle est constamment accusée par ses détracteurs de pratiquer ce genre de technocratie qui va au-delà des pratiques démocratiques. Voilà, donc ce sont des problèmes auxquels cette utopie globaliste a du mal à trouver des réponses convaincantes. Mais il y a un problème aussi, un autre problème. Sur la base de ces éléments éminemment vrais, des réponses, à mon avis fausses, essayent d'émerger. Essayent d'émerger sous forme de nationalisme au pluriel. Pourquoi fausse? Je vais le dire. Mais avant de répondre à cette question, je vais attirer votre attention sur la différence entre le nationalisme, les nationalismes aujourd'hui et les nationalismes d'hier, surtout le XXe siècle et le XIXe siècle. Les nationalismes d'hier promettaient quelque chose dans le futur. Ça veut dire, en général, on promet la gloire pour la nation, sous forme d'indépendance, sous forme d'empire, sous forme de, parfois, la domination du monde, mais on promettait quelque chose dans l'avenir. Aujourd'hui, les nationalismes ne promettent pas quelque chose dans l'avenir. Tout ce que font les nationalismes en général, ils promettent de revenir au passé. L'exemple type, c'est « Make America Great Again ». Et le mot-clé ici, c'est « again ». C'est-à-dire que les États-Unis étaient « great » et il faut retrouver ce temps glorieux, ce temps perdu. D'où l'idée, ici à ce niveau-là, je ne parle pas d'utopie, je parle de rétrotopie. C'est pas moi qui a inventé le terme. Le terme a été inventé par un sociologue américain qui s'appelle Beaumont, mais il sert très bien mon intention pour distinguer entre le globalisme qui offre une promesse dans le futur, mais qui a une tendance utopique, et les nationalismes qui offrent un récit peut-être sympathique, peut-être attirant du passé, mais quand même c'est un récit qui est à la fois faux et faux factuellement, parce qu'on peut toujours prétendre que le passé était glorieux, mais la majorité des gens à l'époque ne le sentaient pas, et les historiens peuvent nous en parler largement. Mais ces utopies, ces rétrotopies, j'ai du mal à le dire en français, en fait, ont un autre danger. C'est qu'elles nous racontent une histoire du présent qui est complètement erronée. Elles prétendent que la globalisation est une politique et qu'elle peut être renversée. Il suffit de changer de gouvernement, il suffit d'installer un Donald Trump ou un Éric Zemmour ou un... voilà, et on va avoir la fin de la globalisation. Or, c'est complètement faux. La globalisation est avant tout une opportunité rendue possible par la technologie. Il me reste combien de temps? On va dire 3 minutes. 3 minutes. Alors, en fait, la globalisation, ça a un aspect politique, mais la globalisation a été rendue possible par l'accélération du temps. En fait, les États ont progressivement, par exemple, perdu leur contrôle sur leurs frontières, sur les informations
que leurs citoyens consomment sur les capitaux qui transitent entre les États. Et ça ne peut pas changer. Covid ou pas Covid, ça ne changera pas. La technologie, elle est là, elle progresse toujours et les États courent derrière et ils n'arriveront pas à rattraper, sauf à utiliser une violence que je n'ose même pas imaginer contre leur peuple aspirant toujours à la globalisation, aspirant toujours à ce monde qui dépasse les frontières. Donc on a ici un problème sérieux. On a deux solutions et les deux ne marchent pas. Pourquoi cette situation? Pourquoi ce dilemme? C'est qu'il y a au fond, et je vais conclure par cette idée, il y a au fond un problème structurel. C'est qu'il y a un décalage aujourd'hui, un décalage énorme entre l'espace dans lequel nous vivons et l'espace dans lequel s'applique la politique. L'espace dans lequel s'applique la politique, c'est surtout un espace national. Il reste fondamentalement national. L'espace dans lequel nous vivons, l'espace dans lequel je vis par exemple, est un espace mondial. Aujourd'hui, mon pays, mon État est certainement plus fort que moi. Mais moi, je suis plus agile que mon État et je suis sûr que cette phrase-là était impossible jusqu'à il y a 30 ans. Aujourd'hui, les individus sont plus agiles que leurs États et les États n'arrivent pas à trouver une solution adéquate. On n'arrive même pas à raconter un récit qui règle ce problème structurel entre un espace politique qui reste limité à l'espace national et une vérité ou une réalité sociale qui est devenue mondialisée. Comment gérer tout ça? Je pense que la seule solution que nous avons, c'est la coopération entre les États, mais cette coopération, elle n'est pas du tout évidente. Et cette solution que je propose, elle n'est pas du tout excitante parce qu'elle reste très 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 limitée, mais malheureusement, c'est la seule que je peux offrir. Et maintenant, vous avez le droit de me dire pourquoi j'ai parfaitement tort. Merci beaucoup. Merci, Dr. Bourhan. Si j'essaye de résumer ce que vous nous avez dit, si vous voulez, c'est cette, on va dire, dichotomie ou ce dilemme, on va dire plutôt, entre globalisation et, lorsqu'on parle de globalisation, l'inverse, c'est-à-dire le nationalisme. Alors, on est dans un monde, vous le dites, organisé autour d'États-nations. On est dans un monde où on ne peut pas avoir un seul État, mais à partir de là, comment en fait organiser la coopération entre les États pour réussir cette globalisation. Donc voilà, pour résumer, je vous remercie beaucoup. Alors nous avions normalement un autre intervenant, c'est son Excellence le Consul du Maroc en Italie qui n'est pas venu. Donc j'ouvre les questions en fait. Donc, professeur Aziz Mahchour, merci Madame la Présidente. Moi, pour intervenir par rapport à la communication de Monsieur le Sénateur Giuseppe Lumia, je partage tout à fait son point de vue. Tout à fait, je lui avais dit ce matin d'ailleurs, et je pense qu'il serait bon que les élites non politiques peut-être se rapprochent davantage et travaillent dans ce sens. Ça m'amène à parler de la communication de mon ami Si Ayman Bourhani pour dire deux choses. La première, c'est qu'à mon avis, le globalisme, en réalité, n'est pas quelque chose de récent. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a toujours eu des pouvoirs
qui ont pu être tribaux, qui ont pu être impériaux, royaux et même républicains à une période plus contemporaine, qui ont eu le souci de la globalisation, mais dans un sens très étriqué, c'est-à-dire que le rêve, c'était pour ces pouvoirs-là qu'il y ait une globalisation, mais soumise à un pouvoir politiquement despotique ou politiquement libéral, ce que vous voulez, mais personne, à mon avis, je ne sais pas ce que si Ayman en pense, à mon avis, il n'y a jamais eu quelqu'un qui, ayant eu un pouvoir de décision, ait pensé aller dans le sens d'une globalisation égalitaire. Il y a eu une personne, à ma connaissance, si mes souvenirs sont bons, c'est Aristide Briand, le premier président du Conseil français après la Première Guerre mondiale. Si Ayman tout à l'heure a fait la comparaison entre les deux conflits mondiaux, Aristide Briand et la création de la Société des Nations, c'était le grand rêve de arrière les canons, arrière les fusils et vive la paix en quelque sorte. Sa phrase était plus éloquente, mais je vous en donne le condensé. À part ça, tout le monde a cherché très vite et à travers l'histoire à prendre le dessus sur les autres. Et non seulement le globalisme, tel que l'a très bien expliqué d'ailleurs c'est Ayman Bourani, non seulement c'est quelque chose d'uni, de biaisé par un pouvoir qui se sentait plus fort que les autres, mais même au niveau des peuples. Moi, je ne crois pas beaucoup à la notion de peuples qui ont un pouvoir de changement sur ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Il y a des catégories sociales qui deviennent dominantes à un moment, et puis notamment la bourgeoisie, qui a su, elle, donner cette impression, à mon avis, que, en fait, ce sont les peuples qui décident. Avec le printemps des peuples, des révolutions de 1848 et tout, bon, on sait très bien qu'il y avait une nouvelle élite sociale, qui est la bourgeoisie sociale, intellectuelle et forcément politique, mais aussi économique, qui a voulu faire tomber les anciens régimes. Et pour faire tomber les anciens régimes, on est parti de l'idée que, en fait, ce sont les peuples qui voulaient secouer le joug monarchique ou etc. ou impérial, ou tout ce que vous voulez. Et à mon avis aussi, je pense, c'est un peu long, je m'en excuse, je pense que les peuples ne sont pas mieux, peuvent même être pires que les pouvoirs politiques. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'existe pas un peuple qui cherche vraiment à être fraternel avec un autre. Les peuples, d'abord on le voit au niveau de la vie quotidienne, par le racisme, par le rejet de l'autre, et les peuples ne pensent pas à la globalisation au sens où ça deviendrait quelque chose de fraternel, mais ils voudraient que le peuple en question soit dominateur par rapport aux autres. Mais ça c'est une vision qui doit être un peu pessimiste, qui est un peu élitiste aussi, et je m'en excuse d'avance. Elle ne l'est pas assez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, est-ce que vous avez une remarque sinon je sais pas. Oui. J'ai une remarque. Juste, le globalisme n'est pas nouveau. Oui, c'est ce que j'ai dit exactement. Mais il me semble, et je pense que cet élément-là, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. La globalisation historique, selon la Pax Romana par exemple, ou selon la Pax Britannica, ou selon d'autres modèles, c'était une affaire exclusivement d'élite. Une affaire exclusivement d'État, parce que les États avaient le monopole des relations internationales. La globalisation d'aujourd'hui, c'est une histoire de ce que j'appelle en anglais super spreaders, c'est-à-dire des facteurs qui transmettent de propagation, mais excessivement rapide. C'est beaucoup plus rapide que l'État. Je vous donne un seul exemple. Le portable. Moi, je me rappelle très bien, j'avais 15 ans en 1996, je n'ai jamais vu un portable en 1996. Aujourd'hui, lorsque je ne vis pas avec 2 portables, ça veut dire que c'est que je vis avec 3 portables.
c'est la propagation de cette technologie. Il a fallu un siècle, et on n'est pas encore, pour propager la téléphonie fixe. Il a fallu quelques années pour que le portable entre dans les fins fonds des pays les plus pauvres. Ce pouvoir de propagation dépasse les États, et les États ont raison d'être inquiets. Merci beaucoup, Dr Mourad. Je pense qu'on est... Non, c'est un bel échange. Je me permettrai d'ajouter une modeste contribution. Moi, je serais moins d'accord sur la comparaison entre la propagation de la technologie et la propagation des idées, même si le premier peut être le vecteur du second. Il est évident, autant que la voiture nous a permis, comme dirait l'autre, de réduire les distances, qui ne se réduisent pas. Bref. Mais c'est surtout probablement qu'il y a, par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, c'est Aziz et vous-même, une relation dialectique qui est aujourd'hui entre les peuples et leur émanation, qui sont les États. Leur émanation, en tout cas leur représentation, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit en face d'un despote ou en face d'un pouvoir particulièrement représentatif, pour deux raisons. D'abord, grâce à ces technologies-là, mais grâce aussi au développement avant ces technologies, qui sont notamment le cyberespace, etc., d'organisations qui sont, depuis, à la limite, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont commencé à progresser petit à petit. Et d'ailleurs, dans cette relation-là, il y a à la fois, comme dirait, pour paraphraser un film, une comédie, c'est une relation d'attraction-répulsion, de « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire que maintenant, d'abord, dès qu'il y a un sommet mondial, il y a un contre-sommet qui est organisé par quels qu'ils soient. Le Forum mondial. Oui, le Forum social mondial, ou alors récemment sur le sommet de l'alimentation. Mais aussi, il y a un passage aussi, un transfert des concepts. Je vous parlais tout à l'heure de souveraineté et sécurité alimentaire. Là aussi, il y a, jusqu'à y compris au niveau des États nationaux, parce que tous les États ne sont pas nécessairement nations, je ne vais pas rentrer dans cette discussion qui serait beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe, et donc je n'ai pas nécessairement les éléments. C'est des concepts qu'on a, et notamment la pression de la société, quelle qu'elle soit, sur les choix, à travers leur comportement alimentaire, à travers leur comportement vis-à-vis notamment de cette menace, parce qu'aujourd'hui, in fine, c'est souvent les populations qui réclament à leurs États d'être pas suffisamment réactifs par rapport, par exemple, aux effets de le réchauffement climatique. Voilà, pour vous la faire courte. Autant que sur des choix beaucoup plus faciles à impacter en court terme, qui sont les choix alimentaires, parce que ça dépend directement de votre capacité à choisir tel produit ou tel autre. Voilà. Donc je pense qu'on évoluera comme ça, et je ne sais pas si on va vers les États-Unis du monde, qui pour moi peut avoir, je rejoins le professeur Benachaud, peut avoir un côté un peu oppressant pour des gens, probablement, je suis certainement old school, formé à l'image d'État, des échelles plus réduites, s'étant formé sur des époques historiques plus longues. Voilà, désolé. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bien sûr. Merci, Ayman, pour votre communication. Je voudrais apporter un plus concernant votre idée lorsque vous avez parlé du fait qu'une crise, c'est une opportunité. Nous savons tous que quand on fait ce qu'on appelle le SWOT, surtout dans le domaine économique, et ça s'applique aussi, on le fait aussi dans le domaine militaire, il y a toujours des opportunités quand il y a une crise. L'idée que je voudrais ajouter, c'est que la Chine, elle a tiré le meilleur profit jusqu'à maintenant de cette question de la Covid-19 qu'elle est en train d'exploiter et donc de profiter le maximum possible. Pour la Chine, la crise de la Covid-19, c'est une opportunité. Ils ont donc mis en place ce qu'on appelle la diplomatie sanitaire.
ils parlent de la route de la soie sanitaire, et à ce titre-là, ils ont assisté 80 pays dans le monde, ne serait-ce qu'à partir donc, du début de la crise, dans le domaine de tout ce qui est assistance dans le domaine de l'infrastructure sanitaire, c'est-à-dire la question des hôpitaux et des dispensaires, etc. Ils sont en train d'organiser aussi des forums sanitaires pour faire passer leurs normes en matière de soins sanitaires à travers l'Organisation mondiale de la santé. Et la troisième chose qui démontre bien que la Chine a profité pleinement de cette crise, et pourquoi pas, c'est que c'est le pays qui a été le moins touché sur le plan économique. J'ai oublié exactement le chiffre, mais ils sont loin par rapport donc, au taux de croissance pour l'année 2020 et 2022, ils sont très loin par rapport aux autres pays, mais je ne le chiffre. Ils ont fait 18% de croissance voilà. Pendant le premier semestre, le premier trimestre. Mais le premier trimestre 2020 était terrible pour 18%. C'est un effet de rattrapage. Voilà, merci. C'était l'unique idée que j'ai voulu merci beaucoup, Amiral. Ajouter. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je vous remercie. Je voudrais faire un commentaire si ça vaut. En fait, l'idée selon laquelle la globalisation apporterait un État-monde, moi, personnellement, je n'y crois pas à court terme. C'est pour cela, et à court terme et à moyen terme. C'est pour cela que je l'ai qualifié d'utopie. Le problème que j'ai voulu mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, les deux grands récits, les deux possibilités, les deux promesses, le globalisme et le nationalisme, les deux ne fonctionnent pas. C'est ça le point sur lequel j'ai voulu mettre l'accent, et ça nous laisse dans une sorte de perdition, parce qu'on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller, et c'est pour cela, me semble-t-il, que le populisme, et surtout dans ses formes les plus dangereuses, c'est-à-dire le populisme de droite, gagne du terrain, parce que les récits sur lesquels les politiques ont été basés jusqu'ici ont perdu tout sens. Merci beaucoup. Merci, Dr Bourhani. Nous allons donc clôturer cette deuxième session. On passe à la pause café et on se retrouve juste après pour la troisième session. Merci beaucoup à tous et à tous. Voilà, si vous permettez, on va reprendre dans la salle où on a commencé. Donc on va aller au premier étage. Ok. J'ai le plaisir d'avoir deux ou trois personnes qui vont intervenir. Je ne vois pas encore la troisième personne, mais peut-être qu'elle arrivera. Donc nous allons commencer avec Taoufik Ayedi, qui est un ancien capitaine de vaisseau-major du ministère de Défense nationale, merci, et qui est aussi consultant et formateur indépendant dans les domaines de la géopolitique, de la stratégie, de la planification et des affaires maritimes. Taoufik nous parlera des faiblesses et des défis dévoilés par la pandémie de la Covid. Voilà, merci. Merci. Grazie. Je pense que je n'ai pas besoin d'un micro parce que la salle elle est petite. Elle est très claire. Ok. Donc, mesdames et messieurs, bon après-midi. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements au Forum de l'Académie politique, à la Fondation Méditerranée et la Fondation Konrad Adenauer pour avoir organisé ce colloque sur un thème d'actualité et surtout d'avenir. L'intitulé de ma communication est le suivant: les faiblesses et les défis dévoilés par la pandémie de la Covid-19. Est-ce que ça vous convient à la voix? Oui. C'est bon? Ok. D'après un rapport de la Banque mondiale en date du mois de juin 2019, en 20 ans, la mondialisation
a amélioré le niveau de vie général dans le monde. En effet, l'extrême pauvreté, d'après ce rapport, a diminué de plus de 700 millions de personnes et le nombre de pays pauvres s'est réduit à la moitié. Cependant, depuis la crise financière de 2008, la mondialisation est de plus en plus mise en question à cause de ses coûts devenus insupportables, particulièrement la destruction accélérée de l'environnement et le réchauffement climatique et la multiplication à grande échelle de la corruption et de l'évasion fiscale. La pandémie Covid-19, qui est arrivée donc vers la fin de l'année 2019, début 2020, a mis à nu d'autres faiblesses de la mondialisation qui sont d'ordre sanitaire, économique, social et géopolitique, qui ont empêché les États à s'organiser rapidement et efficacement pour faire face à un virus qui a fait jusqu'à maintenant près de 5 millions de morts dans le monde. C'est ainsi que cette pandémie a soulevé beaucoup de préoccupations au sujet de l'avenir de la mondialisation. Certains soutiennent que la mondialisation est finie et que le protectionnisme de l'État-providence va revenir en force. La question à laquelle je tenterai de répondre à travers ma communication est la suivante. Quelles sont les faiblesses et les défis dévoilés par la pandémie Covid-19 à surmonter en vue d'une mondialisation plus équitable, éthique et durable? Pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, je vais parler donc des faiblesses sur le plan sanitaire, ensuite le plan économique, le plan social et je finirai par le volet géopolitique. Alors, quelles sont les faiblesses sur le plan sanitaire? Il y a tout d'abord cette première faiblesse, c'est que le manque de transparence de la Chine et la lenteur de la réactivité de l'Organisation mondiale de la santé remarquée tout au début de la pandémie. En effet, la Chine a exercé une pression pour interdire ou retarder au moins la diffusion du génome de ce virus découvert au début du mois de décembre 2019. Et l'Organisation mondiale de la santé a mis presque 3 mois pour déclarer la Covid-19 une pandémie après avoir déclaré en Chine l'existence d'un premier groupe souffrant d'une pneumonie mystérieuse. Deuxième faiblesse, c'est la fragmentation des chaînes de valeur et la dépendance envers la Chine dans la production des produits sanitaires qui a causé le manque des masques, du gel, des vêtements spécifiques et certains médicaments. À cet effet, je signale que la Chine représente 60% de la production mondiale du paracétamol. Tout à l'heure, il a cité M. Mohamed Aziz Ben Achour. 90% de la pénicilline et 50% de l'ibuprofène. Troisième faiblesse, c'est le manque, ou bien c'est le fait que la campagne de vaccination est déséquilibrée entre les pays. La situation à la date du 22 octobre est comme suit. Il y a seulement 48,3% qui ont reçu au moins une dose de vaccination dans le monde. Ce taux, malheureusement, est de 3% uniquement pour les pays en développement à faible revenu. Et vous regardez très bien sur la carte qui est à jour jusqu'à la date du 22 octobre 2021. Les pays qui sont en vert foncé sont les pays les mieux avancés en matière de vaccination. Ceux qui sont en pratiquement le blanc, ou c'est le jaune très clair, sont les pays les moins avancés en matière de vaccination de leur population. Et le reste des pays sont des pays qui sont dans une situation intermédiaire. Alors, comment vont se présenter les choses d'ici la fin de l'année en matière de vaccination? Il faut savoir que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont fixé 2 objectifs. Atteindre un pourcentage de 40% d'ici la fin de l'année 2021 et un pourcentage de 70% vers le mois de juin 2022.
A priori, d'après le rythme de vaccination propre au pays, il y a impossibilité d'atteindre les objectifs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les pourcentages que je viens de préciser. Les prévisions donc d'ici la fin de l'année 2021 montrent que l'inégalité vaccinale actuelle va se creuser entre pays riches et le reste des autres pays, particulièrement les pays en développement à faible revenu. Donc aujourd'hui, on parle de fracture vaccinale. Vous avez donc sur la carte, tout ce qui est en rouge sont les pays qui ne pourront pas atteindre, compte tenu du rythme de vaccination de leur population, ils ne pourront pas atteindre d'ici la fin de l'année 2021 l'objectif fixé par le FMI et la Banque mondiale, 40%. Les pays qui sont en vert sont les pays qui ont déjà atteint ce niveau-là, et nous remarquons que sur le continent africain, il y a la Tunisie et le Maroc. Les pays qui sont en bleu ou un peu mauve sont les pays qui, compte tenu du rythme qu'ils sont en train de poursuivre en matière de vaccination, ils pourront atteindre cet objectif vers la fin de l'année 2021. Quelles sont les conclusions partielles qu'on peut tirer déjà à ce niveau-là? C'est que la sortie de cette crise grâce à la vaccination pourrait tarder jusqu'en 2023 pour les pays pauvres. La principale inquiétude maintenant à l'échelle mondiale, c'est l'éventuelle apparition d'un virus qui pourrait être plus contagieux que l'actuel et qui pourrait qui serait plus fort que les vaccins actuels ne seront pas efficaces contre ce virus. Donc le monde, il est toujours sous la menace, entre guillemets, la menace de la pandémie. Alors quels sont les défis sur le plan sanitaire? Tout d'abord, il y a une idée qui est fortement soutenue, c'est qu'il faut revoir la manière de coordonner les échanges des produits sanitaires. La solution qui est suffisamment soutenue, c'est par la relocalisation des sites de production, dans le domaine surtout sanitaire, qui est un domaine stratégique pour l'ensemble des pays. Deuxième défi, c'est le renforcement de l'Organisation mondiale de la santé. Comment? Par la création de plus de centres de recherche en matière de prévention des épidémies. Il faut savoir une chose, c'est que l'OMS dispose d'un certain nombre de centres de recherche dans le monde, et le dernier, à ma connaissance, qui a été créé, c'est celui, la photo que vous voyez, est l'inauguration du dernier centre de recherche en matière de prévention des épidémies qui a été donc inauguré à Berlin le 1er 9 2021. Et là, comme vous savez très bien, prévenir, c'est coûterait moins cher certainement que guérir. Troisième défi, accélérer l'accès au vaccin en assistant les pays en développement à faible revenu en vue d'atteindre le pourcentage ou bien les pourcentages fixés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le comment faire? Il y a cette idée qui est fortement appuyée, lever les brevets sur la fabrication des vaccins. Cette idée, elle est fortement soutenue par les opinions publiques dans plusieurs pays dans le monde. Elle est soutenue par quelques chefs d'État, surtout l'Inde et l'Afrique du Sud, à ma connaissance, et dernièrement par le président Biden. Malheureusement, elle rencontre l'opposition des laboratoires de fabrication, les laboratoires propriétaires de ces brevets. La photo que vous voyez est l'image qui a été montrée par les activistes en appui de l'abandon des brevets lors d'une réunion du G7 en Bretagne au mois de juin 2021. Alors, je passe au plan économique. Sur le plan faiblesse économique, il y a cette première question, la vulnérabilité de l'économie mondiale aux mesures prises pour cerner la crise sanitaire. En 2020, l'économie mondiale a chuté de 4,3%. En 2021,
la croissance mondiale est estimée à 5,9% par le Fonds monétaire international dernièrement. La dernière révision a été faite, je pense, il y a 2 semaines. Parce qu'au mois de juillet dernier, ils ont estimé la croissance mondiale à 6%, mais le virus, la variante Delta, a obligé les pays à observer d'autres mesures qui a donc chuté les estimations du Fonds monétaire international. Deuxième faiblesse, c'est la fracture vaccinale et les pénuries en matières premières entravent la relance économique. Pardonnez-moi. Les pays avancés vont revenir à leur niveau d'avant la pandémie en 2022, alors que les pays en développement et à faible revenu mettront plusieurs années. Exemple des pénuries qui entravent le domaine économique, c'est la pénurie des semi-conducteurs qui risque de poser un problème, surtout dans le secteur de la fabrication des automobiles. Les défis sur le plan économique, d'après la directrice du Fonds monétaire international, dans son discours prononcé à distance le 5 octobre 2021 au profit des étudiants de l'université Bocconi, les défis consistent à remédier aux obstacles suivants. La grande fracture vaccinale, la divergence de la croissance économique entre les pays, l'inflation dont les taux ont partout augmenté, particulièrement en 2021, on a enregistré partout une augmentation de 30% des prix des produits alimentaires. La dette mondiale est estimée à 100% du PIB. Le plan social, tout d'abord, il y a la question de la vulnérabilité du secteur de l'emploi. C'est la cause de la montée du chômage et de la pauvreté. L'Organisation internationale du travail précise qu'en 2020, le monde aurait perdu 114 millions d'emplois. En 2021, les pertes sont estimées à 75 millions. En 2022, les pertes pourraient atteindre 23 millions. Deuxième faiblesse, c'est l'incapacité des pays pauvres à assurer leur rôle envers leur population en quête de protection. Vous savez que la plupart des pays dans le monde, la première réaction pour essayer de cerner la question de la crise sanitaire, ont dressé les frontières, ils ont appliqué des confinements. La conséquence principale, c'est la montée du chômage et bien sûr les souffrances sanitaires et d'ordre social. Et les pays ont essayé de remédier à ce facteur-là en assurant une partie du revenu des populations. L'unique problème, c'est le problème des pays qui n'ont pas les moyens pour assurer cette tâche envers la population. Troisième faiblesse, c'est que la solidarité entre les États a tardé à s'organiser alors qu'au sein de chaque société, elle était au rendez-vous. Là, c'est un point très important, la solidarité qui est dans des conditions, ou bien dans une situation pandémique, elle est très importante. Malheureusement, au niveau international, entre les États, elle a tardé beaucoup. Pourquoi? Parce que les États, ils ont commencé tout d'abord à dresser les frontières sans aucune coordination, parfois même avec les pays limitrophes. Ils ont appliqué des confinements et elle n'a commencé à se manifester concrètement qu'avec la mise au point de la plateforme de COVAX. C'est ça? Oui. Très bien. Par contre, au niveau des sociétés, elle était au rendez-vous. Et là, je dois signaler deux petites choses. Tout d'abord, la solidarité des populations partout dans le monde envers le corps médical. Elle était parfaite. Les populations sont tous venues, donc au moins, d'une façon au moins morale, à exprimer leur soutien à la fatigue du corps médical. Partout, dans plusieurs pays, on ne parlait pas de corps médical, on parlait de l'armée blanche. Et là, on a voulu donner un sens défensif à la mission du corps médical. C'est comme si le monde était en guerre contre un ennemi qui ne pardonne pas.
le virus. Deuxième chose que j'aime bien signaler, vous voyez donc l'image à droite, nous avons vu dans pas mal de pays des gens qui étaient confinés et qui venaient tous les soirs sur leur balcon applaudir, chanter, et c'est un signal de solidarité à travers lequel ils voulaient dire « Attention, la vie continue, courage, on vaincra le virus ». Les défis sur le plan social, le monde doit percevoir la santé comme un droit universel, un bien commun mondial et humanitaire, pour les riches comme pour les pauvres. Deuxième défi, consolider les États en développement à faible revenu dans leur rôle de protecteur du citoyen. Parce que la mondialisation, ça ne veut pas dire la fin du rôle de l'État. Sur le plan géopolitique, la montée de la tension géopolitique entre les USA et la Chine, Donald Trump, qui a échoué au niveau de la gestion domestique de la pandémie, a jeté la responsabilité de la pandémie sur la Chine en qualifiant le coronavirus du virus chinois, tout en accusant l'Organisation mondiale de la santé d'être trop proche de Pékin et de mauvaise gestion de l'épidémie. Et cette rivalité concernant le virus continue même avec Biden qui a ordonné une enquête au mois de mai dernier de 3 mois qui n'a pas abouti à des résultats concrets. La pandémie a prouvé que le multilatéralisme est en crise. L'Organisation des Nations Unies, percluse de division, s'est trouvée incapable de voter une résolution sur la gestion de la crise. Les défis, particulièrement sur le plan géopolitique, il y a cette question de repenser le multilatéralisme en vue de le renforcer. Malheureusement, il est en lambeaux. Dépolitiser les réponses aux épidémies. Pas de politique en matière de lutte contre la pandémie et pas de frontières et pas de moyens. Parce que vous vaccinez votre population à 100%, mais si le virus fait une mutation dans un autre pays, le virus ne connaît pas de frontières. Il n'a pas besoin de demander un visa pour entrer dans les États. Pour activité sportive. Oui, sauf s'il doit faire une gare sportive intellectuelle. Alors, j'arrive à la conclusion. Je voudrais là revenir sur les idées les plus défendues en vue de remédier aux faiblesses de la mondialisation pour la rendre plus équilibrée, éthique et durable. Tout d'abord, il y a cette question qu'il faut une approche globale et multilatérale pour trouver les bonnes solutions. Il faut réfléchir ensemble. Deuxième point, la nécessité de remédier à la question ou bien à la dépendance du commerce mondial envers la région asiatique, particulièrement la Chine. La Chine, dans certains domaines, elle est fournisseur unique jusqu'à maintenant. Presque. Par quelle solution? Par la relocalisation. C'est une solution fortement défendue de la production dans les secteurs stratégiques comme la santé, l'agroalimentaire et peut-être d'autres secteurs vitaux pour l'humanité. Cette question de relocalisation va concerner toutes les régions du monde dans l'avenir, y compris la zone euro-méditerranéenne. Quelle localisation pour la zone euro-méditerranéenne? Nous sommes en Italie, nous sommes au bord de la Méditerranée, nous sommes concernés par la zone euro-méditerranéenne. Et là, je pense que dans ce contexte, l'Union européenne dispose dans sa région limitrophe, la rive sud de la Méditerranée, de plusieurs atouts pour relocaliser ou bien pour réaliser des projets de relocalisation dans les secteurs vitaux, dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et là, je voudrais rappeler une chose, c'est que la Tunisie présente plusieurs avantages pour accueillir des sites de protection dans un cadre de relocalisation.
car la Tunisie, comme vous voyez sur la carte, elle est située au cœur de la Méditerranée, à travers laquelle, donc, au large de laquelle passe un grand trafic maritime reliant la région asiatique, là où il y a l'atelier du monde, et les plus grands ports de commerce de l'Europe du Nord. En plus de ça, la Tunisie, elle est située sur à peu près l'axe médian de la zone donc euro-méditerranéenne. Et finalement, la Tunisie dispose d'une élite bien formée dans le domaine scientifique, technique et d'une population déterminée à faire de ce pays un pays développé et démocratique. Ainsi prend fin ma communication. Je vous remercie de votre attention. En disposition sanitaire ne peut pas être ici. Et je vais lire son texte sur les jeunes et les rapports avec les États après la pandémie. Du fait, pardonnez-moi, mais j'ai besoin de lire, je ne peux pas regarder. Du fait de la pandémie, il y a eu un crescendo de changements, même dramatiques, dans le poids de la solitude ressentie par les jeunes. Un sentiment capable d'affaiblir le capital social représenté avant tout par les nouvelles générations, qui se sentent sans voix et sans barrage. Un sentiment de colère et de dégoût prévaut, et nombre d'entre eux ne se sentent pas suffisamment représentés par la politique. Les questions économiques et l'emploi sont des préoccupations majeures. Les troubles sociaux déjà latents ont été exacerbés par le Covid-19. La relation jeunesse-politique est quelque peu ambivalente. En fait, il y a peu d'intérêt sur la façon dont la politique en Italie est perçue aujourd'hui, rejetée par la plupart des jeunes. Il existe également des différences importantes selon les niveaux d'études et notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se trouvent les jeunes. Les étudiants, pas encore confrontés aux difficultés du monde du travail, bien qu'ils soient présentés pour être discutés dans le débat public, ont tendance à être beaucoup plus favorables. Ceux qui ont un emploi, soit pas tout à fait cohérent avec leur formation et avec des salaires moyens bas, sont beaucoup plus critiques. Les c'est-à-dire ceux qui ne font pas d'études ou de travail, sont les plus sévères, car peu promeuvent la politique italienne actuelle. Pour une bonne partie de l'électorat des jeunes, la politique doit être rejetée sans appel. Et pour d'autres, la politique n'offre pas d'espace de participation ou l'offre de manière très limitée. Néanmoins, de nombreux jeunes pensent que la politique est un outil utile pour améliorer la vie des citoyens, en particulier des plus jeunes. Chez ceux qui sont apparus pour la première fois ou récemment dans le monde de la politique, il semble encore y avoir une lueur de confiance et de possibilité que les partis doivent en quelque sorte nourrir et maintenir en vie, avec des propositions convaincantes et crédibles à partir du terme même. L'entrée dans le monde du travail considérée comme une priorité pour les jeunes. La politique qui tente de se renouveler séduit les jeunes, déclenche en eux une ouverture de crédit qui doit alors être confirmée par la fatale preuve des faits. Et c'est à cette preuve que les forces gagnantes sont désormais appelées à répondre. Et cela ne convainc pas pleinement les jeunes.
Le feu en eux est vivant et momentanément seulement c'était, excusez-moi, C'est éteint. cet état. C'est la tâche de la politique, des politiciens et des partis de l'éveiller. Les corps pour activer les jeunes sont là. Il suffit de les toucher. L'impact de Covid sur la santé mentale des jeunes a été sans précédent. Nous disposons d'une analyse documentaire qui a relevé que les gouvernements nationaux n'ont apporté aucune réponse au problème de santé mentale des jeunes pendant et après la pandémie. Une mauvaise santé mentale est liée au risque de chômage, d'abandon scolaire, de mauvaises notes et de mauvaise fréquentation scolaire. Que peut-on faire? Donner certainement la priorité à la création d'emplois de qualité. Veiller à ce que tous les jeunes aient accès à d'outils de protection sociale et de soutien aux revenus. Les ressources de plans de relance et de résilience doivent donner la priorité aux jeunes et se concentrer sur les emplois de qualité, le renforcement des systèmes de protection sociale et le soutien au secteur. Dans de nombreux États, il n'y a pas de consultation des organisations du secteur et dans de nombreux cas, les jeunes ne sont même pas mentionnés dans les plans nationaux de rétablissement et de résilience. Les gouvernements européens n'ont pas investi de manière significative dans la jeunesse pour atténuer les impacts du Covid. En conclusion, la pandémie nous laisse un héritage difficile à gérer, mais qui contient aussi de précieuses opportunités. Il appartiendra aux jeunes de les saisir et de les utiliser en provoquant le changement social, économique et politique que de plus en plus de partis appellent de leur vœu. Comme dans tous les autres domaines, c'est par l'exemple que l'on convainc les jeunes et qu'on les incite à jouer un rôle plus actif pour qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs du changement. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup. C'est à faire si vous voulez vous joindre à nous, comme ça, pour le débat. Voilà. Tout de suite. Il y a une chaise. You can stay. Ok, vous pouvez rester parce qu'on va répondre. Donc, merci beaucoup. La problématique des jeunes, je crois qu'elle est très, très, très importante et c'est magnifique que nous ne l'ayons pas oublié dans notre agenda. Donc, le grand impact que la pandémie a eu sur la population générale, mais spécialement sur les jeunes, sur justement l'emploi, le revenu, et comment renforcer leur résilience, parce que je crois que des pays qui ont investi dans la résilience, c'est très bien. Les autres qui ne l'ont pas fait, c'est sûr que les jeunes ont beaucoup plus souffert. Et enfin, le renforcement de tous les systèmes est important. Donc, merci beaucoup. On va ouvrir maintenant le débat pour recueillir vos questions, vos remarques avec nos speakers. Merci. Là, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé. Ah, d'accord. Si vous permettez, donc je peux intervenir. Oui, s'il vous plaît. C'est bon comme ça ou là, vous avez besoin d'enregistrer peut-être? Je ne sais pas. You need the mic. Vous avez besoin du micro, alors on peut parler sans. Là, sans. Allez-y. Je remercie mon ami général Tawfiq Hayedi. Je remercie également Madame qui a bien voulu présenter dans un très bon français d'ailleurs la communication du professeur Gali Fuoco. Concernant la communication de Monsieur Tawfiq Hayedi, vous avez, il y a beaucoup de choses, ça m'a fait plaisir parce que vous êtes allé dans le sens, c'est bon, ça confirme ce que j'avais dit ce matin sur beaucoup d'aspects et ça me rassure. En ce qui concerne les relocalisations, par contre,
j'ai l'impression que même s'il y a eu une augmentation des coûts du transport maritime, et je parle sous votre contrôle, la Chine restera encore pour longtemps, pas pour longtemps, mais en tout cas tant que la main-d'œuvre chinoise ne deviendra plus chère. Quand elle deviendra, comme pour le Japon, comme pour la Corée, quand il y aura une élévation du niveau de vie et qui ne tardera pas à venir en Chine, forcément la main-d'œuvre sera peut-être plus coûteuse pour l'ensemble des entreprises mondiales qui sont en Chine, puisque, comme on dit, c'est l'usine du monde, la Chine. Le transport maritime, bien que ça ait augmenté beaucoup pendant la pandémie, le prix je crois, du conteneur était en 2019 de quelques 2900 $. Il est passé maintenant à pratiquement 9000 $. Et pourtant, le trafic maritime des gros bateaux comme celui qui avait été coincé dans le canal de Suez continue de plus belle. Non, mais parce que ça n'est pas finalement la chose la plus coûteuse. Il y a la main-d'œuvre qui n'est pas chère, mais surtout le transport maritime non plus qui n'est pas excessivement cher. Donc je pense que. Et puis la Chine a acquis une expertise dans la fabrication, elle a acquis des talents, et donc ça va être difficile peut-être de relocaliser dans l'immédiat, surtout qu'à mon avis, comme vous l'avez signalé d'ailleurs, je pense que les choses reprendront assez vite après, même s'il y a une espèce de... si la Covid-19 reste sous une forme endémique. Je pense qu'il y aura quand même toujours le retour aux anciens équilibres. Pour ce qui est de la jeunesse, c'est vrai qu'il y a eu une espèce pendant la pandémie, on a un peu continué sur la négligence la négligence officielle à l'égard de la jeunesse. On parle de la jeunesse pendant un temps, c'est court, les campagnes, même pas d'ailleurs. J'ai l'impression que même dans les campagnes électorales, on ne parle pas suffisamment de la jeunesse. On parle de programmes sociaux dans différents domaines, mais on ne parle pas spécifiquement, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, de la jeunesse. Et la conclusion du professeur Gallifuoco, que vous avez présenté si gentiment, est très juste. Il faut absolument qu'ils se prennent en charge, les jeunes. Il faut que ce soit eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'au début ce sera brouillon, que ce sera peut-être un peu violent, mais il faudrait qu'eux-mêmes se prennent en charge. Parce que les États ne sont plus tellement intéressés finalement par ce problème. C'est un problème énorme. La précarité qui règne dans toutes les sociétés aujourd'hui, dans certaines catégories de la population, c'est trop lourd à gérer par les pouvoirs et par les États. Donc les jeunes devront se débrouiller en quelque sorte pratiquement tout seuls, comme des grands, comme on dirait, comme des grands, voilà. Je pense que c'est très intéressant ce qui a été présenté, aussi bien par le professeur Gallifuoco que par... C'est l'inspiration reste. Et donc voilà, je vous remercie. Avec l'inspiration reste saïd. Non, ça c'est... Je laisse la responsabilité. Nous sommes un colloque académique. C'est Ayman. Ayman, alors, qui voudrait prendre la parole, poser une question? Est-ce que je peux... Oui, absolument. Pas une réaction, mais peut-être un petit éclairage concernant la question de la relocalisation. Tout d'abord, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont en train de défendre la relocalisation, ils ne la posent pas dans tous les domaines. C'est surtout les domaines stratégiques vitaux, comme la santé. La santé, c'est pour tout le monde. Et là, l'un des arguments que j'ai trouvé dans les écrits que j'ai consultés, sur lesquels j'ai travaillé, c'est le fait que les spécialistes en matière, là, et je ne veux pas diffuser ce qu'on appelle la virusphobie, parce que d'après des documents que j'ai consultés, les spécialistes dans les maladies respiratoires, ils ont tiré l'alarme il y a quelques années sur la multiplication des virus dans les années qui viennent.
Et a priori, ils disent que la pandémie Covid-19, sans avoir peur, je ne veux pas vous faire peur, mais ça je l'ai lu. Ça va, on est grand. Voilà. Et vacciné. Voilà. Non, c'est vrai. Ils ont dit que le Covid-19 donc, n'est pas le dernier. Et à ce titre, je vous donne un autre chiffre que j'ai trouvé aussi. Il y a, si je me rappelle très bien, 1 700 000 virus chez les animaux et les végétaux, dont ils ont dit dont la moitié peuvent infecter l'être humain. Je ne sais pas si c'est 1 700 000 ou 1,7, mais un chiffre très important. Ça, c'est... voilà, donc la relocalisation, elle est surtout défendue, ceux qui la défendent, ils la posent surtout dans les domaines donc vitaux comme la santé et tout ce qui est alimentation. Ils disent que ce n'est pas normal que le monde n'a pas, donc il y a des pays qui n'ont pas trouvé les masques, le gel, les vêtements de protection et tout ce qui est un certain nombre de médicaments. Voilà, c'est juste un petit éclairage. Une question, Non, c'est pas une question, c'est une interaction, si je peux dire, parce que réaction, ça aurait un sens politique sur lequel Ayman censurerait. Réactionnaire. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la relocalisation, c'est pas, hélas, ici que nous pourrons en décider. Mais je pense que c'est lié à deux choses. D'abord, et notamment aujourd'hui que nous sommes à Naples, sur un forum où la Méditerranée est au cœur, nous sommes au cœur de la Méditerranée, et sans faire de jeu de mots faciles, et la Méditerranée est au cœur de nos débats, à part le fait qu'elle soit aussi dans nos cœurs et dans nos esprits, c'est que on s'est rendu compte du côté, j'allais dire, presque suicidaire de cette ruée vers la Chine pour des raisons de coûts plus bas, etc., et de capacité à produire, parce que la Chine, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas simplement l'exotisme qui a attiré les gens là-bas. Or, il y a en même temps tous les paradoxes, c'est-à-dire qu'on a une empreinte carbone beaucoup plus forte par rapport à ce que nous importons, quand je dis non avec un grand N, c'est-à-dire que toutes ces régions, et notamment ça devrait interroger l'Union européenne, qui est quand même le plus grand pôle, quasiment, ou un des plus grands pôles économiques mondiaux. Il est le second, je pense. Et donc c'est, encore une fois, que je l'avais dit ce matin sur un autre registre, je t'aime moi non plus, il faudrait qu'à un moment, ça puisse cesser. Non pas cesser sur un coup de tête, et partir dans des espèces d'hallucinations comme celle de Donald Trump en désignant les Chinois en les taxant de tous les mots. Mais essayer de relocaliser là où c'est possible pour des raisons de préservation de l'environnement, de préservation des fameux outputs des accords de Paris, etc. Mais en même temps parce qu'il y a une réactivité plus importante. Et in fine, je ne peux pas ne pas en parler, ce matin c'était déjà d'actualité quand sont partis, nos amis sont partis rendre hommage aux personnes qui sont mortes dans les embarcations de fortune et de détresse, je vais dire presque de désespoir, c'est qu'on ne peut pas garder cette posture purement sécuritaire de l'Union européenne vis-à-vis du sud de l'Europe, du sud de la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça que certains ont parlé de co-développement, ou j'aime pas beaucoup gagnant-gagnant, parce que c'est jamais tout à fait gagnant, mais au moins c'est le sentiment d'un devenir commun. On va pas replacer tout ça, mais au moins que par rapport au dépeuplement qui se passe dans beaucoup de pays, par rapport au vieillissement de la population, mais aussi par rapport, encore une fois, à une proximité, à une histoire ancienne, mais surtout à un avenir certainement commun et à des défis communs. Ok, merci. Qui voudrait répondre ou réagir? Une dernière question par rapport à cette zone euro-méditerranéenne. Est-ce que c'est un désir ou est-ce qu'on a déjà commencé des pourparlers ou là c'est en avance? Quel est le côté de part et d'autre de la Méditerranée? Je voudrais en savoir plus. Ça a été posé, j'ai consulté les rapports d'un colloque qui a été organisé par Réalité au mois d'avril, je pense, 21, 22, 23 avril, auquel ils ont participé plusieurs, donc à Hammamet, il a été organisé par Chismo aussi à Réalité.
Zahir. Ouais, C'est Zahar. Taïb Zahar. Taïb Zahar. C'est Taïb Zahar. Je n'ai pas assisté parce que pendant cette période-là, nous étions en train de faire une formation de géopolitique avec Mme Hayat dans le cadre des activités du forum à Sousse. Mais j'ai consulté par la suite le rapport, ils ont publié pratiquement toutes les interventions dans l'un des numéros de réalité que j'ai. J'en ai même une copie électronique, mais je l'ai scanné parce que j'aime bien garder ces choses-là sous format électronique. Et ça a été donc posé par plusieurs. Donc, il y a un représentant, alors c'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui a participé à ce forum-là. L'ambassadeur de l'Espagne, de l'Italie, je pense, en Tunisie, et pas mal de responsables. Ils ont, ce que j'ai compris d'après les rapports, les communications que j'ai donc pu lire, que c'est posé, donc il y a une réflexion derrière ça, derrière cette idée-là. Voilà, c'est tout. Mais donc, sur le plan officiel, je n'ai pas une information qu'il y a donc un objectif. Il y a une autre chose, la commission actuelle de l'Union européenne, sous la présidence de von der Leyen, voilà. Ils ont plusieurs objectifs qui correspondent un peu à ça. Tout d'abord, il y a cette idée, la conscience de l'Union européenne, du fait que la santé de l'Union européenne dépend aussi de la santé de son entourage immédiat. Et la rive sud de la Méditerranée, elle est devenue une ligne de départ de l'immigration clandestine. Un des projets qui pourrait aussi aider à fixer la population et remédier à ce phénomène, c'est la relocalisation. Il a été posé aussi dans ce sens-là avec ses responsables. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose. Ok. Dernière intervention, Ayman. Non, juste une réponse concernant cette question. En fait, l'Europe méditerranée, c'était l'argument à un moment donné très fort de Nicolas Sarkozy, qu'il a pris en charge. Ça a été considéré comme une manipulation politicienne de sa part pour éviter l'entrée de la Turquie à l'Union européenne, de faire un autre espace où la Turquie pouvait s'intégrer. Mais la Turquie s'étant éloignée très très nettement maintenant de l'Europe et de la possibilité d'intégrer l'Union européenne, donc il y a beaucoup moins d'enthousiasme concernant ce sujet. Il y a aussi les problèmes du Maghreb, parce que si on parle d'Euroméditerranée, c'est pour intégrer aussi les pays du Maghreb. Et on sait ce qui se passe entre l'Algérie, le Maroc, etc. Il y a aussi le problème d'Israël, parce que normalement, c'est censé aussi intégrer Israël et permettre un espace de normalisation. Mais on sait qu'il y a plusieurs pays arabes. Donc c'est vraiment plutôt un désir qu'une réalité. Puisque j'ai pris la parole, donc je profite pour ajouter un deuxième mot. Pour l'histoire de la relocalisation, franchement, il ne faut pas trop compter dessus. Parce qu'il y a énormément de relocalisation aux États-Unis. Les États-Unis ont récupéré énormément de ces entreprises. Mais vous savez qui travaille là-dedans? Les robots. Ah oui? Absolument. Parce que la relocalisation, il n'y a qu'un robot pour être payé moins cher qu'un Chinois. Voilà, oui, c'est vrai. La robotisation, bien sûr. Sur cette note. Très optimiste. J'ai pas voulu vous le dire, mais vous m'avez donné la parole. Donc. On vous donnera plus la parole. Merci beaucoup. Promis. Alors, est-ce que demain, vous savez à quelle heure on est supposé être là? Normalement à 9h. 9h. Mais la bonne nuit. Non, il y a un dîner déjà, il faut l'annoncer, il faut être là.